à partir de 2013-2014, je commençais un peu à m'ennuyer. C'est-à-dire, le modèle de service en tant que tel, il ne me suffisait plus à trouver un peu de sens. Une décision à prendre compliquée, des salariés qui même m'en ont voulu. Pour eux, c'était quasiment comme si je montais le business qui allait les détruire. On me demande c'est quoi le secret pour lever actuellement. Je leur dis, associe-toi avec un mec qui a déjà fait une exit. Les annonces de levée de fonds, c'est le meilleur canal d'acquisition que je connaisse. J'ai vécu 15 ans d'entrepreneuriat sans voir toute cette partie sombre du rôle de l'entrepreneur. Tout est en x10, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo après l'avoir gagné une fois et tout va plus vite en fait. Tu as vécu plus profondément le redressement de ta boîte que la dernière levée de fonds à 8 millions. Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne mes entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ces différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias. On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment ? L'objectif de ce podcast ? Vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé ? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs ? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites ? Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jonathan Azoulay, CEO et cofondateur de Talent.io. Salut John. Salut Jérém. Alors, Talent.io, c'est le leader européen du recrutement de profil tech. Vous opérez aujourd'hui en France et en Allemagne. Grâce à Talent.io, c'est plus de 2500 ingénieurs qui trouvent un job chaque année. Parmi vos clients les plus emblématiques, on peut citer Deezer, Doctolib, Vodoo, ABTST ou encore N26, mais aussi 50% du CAC 40. Talent.io est une startup que tu as cofondée en 2015 avec tes deux cofondateurs, Amita Aroni et Nicolas Meunier. Dans l'histoire de l'entreprise, vous avez fait 2 levées de fonds pour un montant total de 10 millions d'euros. À titre personnel, tu es papa d'une petite fille, tu es business angel, tu es membre, board member plus exactement, de Sista et du Galion. Tu es également le fondateur d'Urban Linker, le cabinet de recrutement spécialiste sur les métiers du digital que tu as revendu en 2018. Cher Jonathan, très heureux de t'accueillir sur le podcast. As-tu des éléments à ajouter à cette présentation ? Merci Jérémy déjà pour cette présentation exhaustive. J'aurais plein d'éléments à rajouter parce qu'en fait, plus que des éléments pour chaque point que tu as dit, c'était une expérience de vie en fait. Donc j'y ai appris beaucoup de choses avec des succès, des échecs, des difficultés. Mais bon, je pense qu'on va aborder certains de ces points. C'est sûr, on va aborder un certain nombre de ces points. Alors, j'ai terminé ta présentation par Urban Linker. C'est vraiment ta première aventure entrepreneuriale, ton premier gros succès, on peut le dire. Je te propose qu'on fasse un peu la chronologie de ton parcours entrepreneurial. Urban Linker, c'est une boîte que tu crées quand ? En fait, Urban Linker, je le crée en 2009. Mais si tu veux, moi, je fais partie des gens, il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs. Et je fais partie d'une catégorie qu'on appelle les experts. Cette catégorie, c'est les gens qui se sont retrouvés ou par hasard ou par conviction dans un domaine et qui ne l'ont jamais lâché. Je me suis retrouvé par pur hasard à postuler, c'est le seul entretien que j'ai passé de ma vie, à postuler pour un cabinet de recrutement, gros cabinet anglo-saxon, qui était assez loin de mes valeurs en plus. C'est vraiment pur hasard. J'ai été pris, j'ai bossé là-bas de 2005 à 2008, ça s'est bien passé pour moi. J'ai démarré junior dans leur grosse firme et je suis parti 3 ans après, j'étais directeur France d'une de leurs business units, voilà. Et du coup, je me suis retrouvé à comprendre par ce prisme-là ce qu'était le recrutement, les faiblesses de ce secteur,
avec plein de convictions sur comment on pouvait les changer, les transformer. Et donc, j'ai bossé toute ma carrière dans cette optique-là, en fait. Et 1 an après être parti de ce gros cabinet, et en pleine crise financière de 2008, où il était vraiment compliqué de créer des startups et de lever des fonds, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire? Quel marché je peux transformer? Ma première réflexion, ça a été le recrutement. Et il y a un nouveau marché qui s'ouvre, c'est le marché de la tech. C'était le début, le rise of the startups. Enfin, le début post-crise, parce que moi, je n'ai pas connu la partie 2000 à 2010, mais c'était une belle envolée et on a pris part à cette ambiance-là. Et c'est une boîte qui s'est bien développée, puisque ensuite, à bout de quelques années, je l'ai revendue en 2018. Il y avait une 50aine de salariés, elle était très rentable. On a fait une belle opération de LBO, intégrant plusieurs banques. Donc voilà, c'était une belle aventure humaine. Donc c'est une boîte que tu crées en 2009, que tu revends en 2018. Et c'est plus ou moins, enfin, un peu avant ça qu'on se rend compte, tu étais sur la fin d'Urban Linker, sur le début de Talent.io, qui est la boîte dont tu es encore aujourd'hui le CEO. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu es sur une belle boîte qui fonctionne bien, qui à l'époque était extrêmement connue dans tout l'écosystème startup. Hein. Vous étiez un des phares dans cet écosystème, en particulier effectivement sur cette verticale du recrutement qui est cruciale pour tous les entrepreneurs. Tu as cette activité qui marche. Qu'est-ce qui te drive à te dire, OK, je vais arrêter Urban Linker, j'arrête cette réussite d'une certaine façon, je la revends, et puis je vais monter une autre activité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir de 2013-2014, je commençais un peu à m'ennuyer. Le modèle de service en tant que tel, il ne me suffisait plus à trouver un peu de sens. Le modèle de service, il est totalement honorable sur plein de sujets, mais il restait extrêmement linéaire dans le modèle de croissance, dans le développement de l'entreprise. Et j'y voyais pas. Je pense que j'avais besoin d'un peu plus de créativité. Et sans jugement aucun pour les gens qui font du service, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais pour ma part, j'avais besoin d'un peu plus de créativité. Et ces questions-là, je me les suis posées au moment de l'explosion des plateformes. 2012, 2013, c'était l'arrivée d'Airbnb, c'était l'arrivée de toutes les premières plateformes qui mettaient, qui créaient un modèle de mise en relation entre deux communautés. Et j'ai vu des boîtes tech commencer à essayer de transformer ce marché-là via le prisme technologique. Et donc, là où j'ai tilté, c'est quand j'ai vu les premières plateformes de recrutement sélective. Pour moi, là, il y avait un truc. Parce que à partir du moment où on proposait plus une base de données de candidats, juste une base de données où le meilleur était celui qui en avait le plus, là, on passait sur un modèle où on proposait des profils qualifiés sur un laps de temps très court, en étant sûr qu'ils étaient réellement disponibles ou en recherche, ou en tout cas actifs. Et là, ça donnait une expérience totalement nouvelle, en fait, aux recruteurs. Les recruteurs qui passaient avant ça des journées entières à sourcer pour avoir des taux de réponse extrêmement faibles, là, ils se retrouvaient sur Talent à pouvoir faire 3 clics et pouvoir rencontrer tout de suite des candidats. Donc, on killait vraiment ce problème du sourcing. Enfin, le marché commençait à comprendre ça. Et 2015, je commence à faire un BP du truc. Et là, on me met en relation un peu par hasard avec 2 ingés de la Silicon Valley qui avaient monté une marketplace qu'ils avaient préalablement vendue à TripAdvisor sur un marché totalement différent, un marché du tourisme, qui avait la même idée, la même réflexion. Un des 2 était français, il voulait rentrer en France. Et il pensait que sur le marché européen, il y avait aussi un positionnement à faire de plateforme de recrutement sélective. On a eu un coup de foudre entrepreneurial. On a passé des nuits entières sur Skype à l'époque à imaginer le modèle. Et en 15 jours, ils étaient encore chez TripAdvisor. En 15 jours, ils ont codé la nuit la V1 de Talent. Et moi, j'étais à Paris en train de recruter le premier account manager et la première talent advocate de Talent.
pour préparer le lancement. Et mars 2015, on a lancé. Ok. Est-ce que tu dirais que tu as un peu ubérisé ton marché avec... Tu avais une boîte qui fonctionnait bien, qui était Urban Linker, qui était sur le recrutement. J'ai compris la frustration qui était la tienne. Enfin, tu étais un peu fatigué. En tout cas, tu avais envie de renouveau. Est-ce que tu es venu ubériser ton marché? Alors en fait, effectivement, il y a peu de monde qui... Enfin, j'ai cherché, mais il y a effectivement très peu de monde qui se sont retrouvés dans mon cas. Parce que moi, quand je le raconte un peu rapidement, cette période de ma vie, c'est comme si j'avais une boîte type Taxi G7 et que d'un coup, j'essaie de créer Uber. La plupart des gens qui ont un Taxi G7 ne créent pas Uber pour une raison simple, c'est qu'ils veulent protéger leur Taxi G7. Ce que je comprends. Parce que c'est une grosse prise de risque sur un asset qui est déjà existant. Donc, ce que je comprends. Moi, j'ai eu une notion de risque à ce moment-là de ma vie qui me posait aucun problème. J'étais assoiffé d'innovation et donc du coup, j'ai foncé. La question qui s'est posée par contre, c'est est-ce qu'on en fait une filiale de la première boîte ou est-ce qu'on en fait un concurrent? Et là, ça a été compliqué parce que dans la tête de tous les salariés, faire une filiale, c'était tout à fait logique. Dans ma tête, c'était différent. J'avais vu trop de grands groupes à l'époque essayer de monter des projets d'innovation qui ne fonctionnaient pas, alors qu'ils avaient beaucoup plus de moyens. Juste la majorité du temps pour des raisons politiques, des raisons de prise de risque. Donc du coup, je sais pas, je l'ai senti d'une autre manière. C'est une décision que je regrette absolument pas maintenant, 10 ans après, évidemment. Puisque Urban est resté un bel asset qui a été vendu quelques années plus tard et Talent est devenu une vraie boîte de la tech à grande échelle. Donc du coup, il y a eu cette réflexion-là qui a été dure, une décision à prendre compliquée, des salariés qui même m'en ont voulu à ce moment-là, de ne pas comprendre. Pour eux, c'était quasiment comme si je montais le business qui allait les détruire. Ce qui n'a pas été le cas, et j'ai rassuré, parce que même si ça avait été le cas, j'aurais été très heureux de réembaucher les salariés dans l'autre entreprise, tu vois. Mais en termes de mindset, ça aurait été possible? Parce que j'imagine que il y a quand même... Enfin, pour toi, quand tu décides de créer une autre entreprise, complètement différente, j'imagine que tu y vas avec un mindset différent, tu y vas avec une équipe différente. Et il y avait aussi cette volonté-là, j'imagine, d'avoir deux cultures d'entreprise, deux façons de faire, donc... C'est une très bonne question. Je ne sais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, je n'en ai jamais recruté. Comme quoi, ça s'est bien passé pour tout le monde. Donc, je ne pourrais pas te dire mon retour d'expérience. Mais on a recruté quand même pas mal de monde chez Talent. Chez Talent, on a dû recruter peut-être 300-400 personnes en tout. Et on a pas mal de monde qui venait de cabinets, tu vois. Donc, mais par contre, c'était essentiellement des gens qui avaient une volonté de transformer, de changer les choses, quelque chose de plus profond que juste dérouler le playbook, quoi. Donc, tu lances Talent, on est en mars 2015. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça prend? En fait, ça prend beaucoup plus vite que j'aurais pensé. On a tout fait à l'envers dans cette boîte, je pense, parce que la très grande majorité des startups, elles ont une période qu'on appelle la période d'itération. Ça n'arrive jamais que l'idée sur le papier soit l'idée qui soit adoptée par le marché. Ou très très rarement, nous ça nous est arrivé. On s'est marré parce qu'en plus il y a eu un bouche à oreille très fort. Il y avait un média à l'époque. J'avais envoyé un email à une trentaine ou une quarantaine de CEO en leur disant je lance ça, on vous met sur la bêta, c'est confidentiel. Et en leur disant c'est confidentiel. Et une semaine après, ce mail se retrouve sur la homepage d'un média de la tech qui avait très mal en plus traduit le truc en disant Urban Linker lance, alors que non, ce n'était pas le cas. Enfin, tout était faux dans l'email, mais dans la retranscription du mec. Mais en tout cas, ça nous a bien énervé pendant quelques minutes, mais ça nous a surtout fait un énorme coup de pub qui a boosté notre lancement.
Et en fait, on n'a pas eu de période d'itération. Très vite, il y a eu un bouche à oreille de malade, et côté client et côté candidat. Il y a eu un relais médiatique important. Le modèle faisait que ça convertissait. Et ça, c'était déjà magique. Ça n'arrivait pas encore à cette époque-là dans le recrutement. Le recrutement était pendant longtemps un modèle où la conversion, c'était un sujet très flou. Là, on avait très vite des taux de conversion très clairs, des process. Très vite, on s'est retrouvé à créer une usine en fait, où on mettait un flot de candidats, un flot de clients, et ça convertissait en recrutement. Ah quoi. ouais, ça matchait. Ouais. Bon, on peut imaginer quand même que si ça a matché, si vous n'avez pas eu besoin d'itérer au début, c'est qu'en fait, toi, tu étais déjà un expert de cette industrie-là. Enfin, malgré tout, le client, tu le connaissais, les talents, tu les connaissais, tu avais une très bonne idée de ce marché-là, quoi. Je pense que c'est ce que se sont dit les fonds d'investissement. Ouais. En fait, il y a une collaboration qui semblait être le perfect match entre fondateurs, puisqu'on avait 2 profils, un G expert des marketplaces et un profil expert métier. Bon, je comprends qu'on puisse dire que c'était le bon fit, et effectivement, souvent quand je regarde des projets en tant que BA, je pense à ce paramètre-là. Expert métier et repeat entrepreneur, et on sait que quand on est repeat entrepreneur, c'est souvent plus simple de lever aussi, quoi. Enfin, en tout cas par rapport aux invests. Ça, c'est effectivement le cas actuellement. Ok. Dans une période très compliquée pour les levées de fonds. On me demande c'est quoi le secret pour lever actuellement. Je leur dis, associe-toi avec un mec qui a déjà fait une exit, parce que c'est assez fou le pont qu'on nous offre en fait vis-à-vis des fonds. Je ne sais pas trop si le taux de conversion il est si bon que ça, s'il y a autant de serial entrepreneurs qui sont successful sur 2, 3, 4 projets d'affilée. Je n'en sais rien, mais en tout cas, effectivement, les VC semblent penser. Du coup, tu as levé 2 millions avant mars 2015, ou avant même de lancer la boîte, ou une fois que tu avais déjà un peu de traction? Alors, il faut prendre en compte, alors, c'était 1 mois ou 2 mois après le lancement. Ok. On a vraiment enchaîné. On a vu tout de suite que ça prenait, donc on a enchaîné. En 3 semaines, c'était bouclé. Ok. Faut prendre en compte que déjà, les chiffres, c'est pas du tout les chiffres qu'on a connus 2021-2022. Moi, c'était en 2015. 2 millions, c'était le plus gros BSAR de l'histoire de l'histoire, quoi. Tu vois, il n'y avait pas eu en France, en tout cas, on n'avait pas connaissance. C'était la première fois que des fonds investissaient dans des BSAR pour la majorité d'entre eux. Ok. C'était un modèle qui n'était pas encore vraiment accepté. Les fonds en avaient peur parce que il est moins cadré juridiquement qu'un modèle de levée de fonds classique, c'est-à-dire d'augmentation de capital classique. Pour ceux qui ne sont pas Oui, c'est ce que j'allais te poser. familiers. C'est quoi les BSAR pour ouais. nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, et pourquoi vous avez décidé de lever en BSA? Alors, le BSAR, c'est un modèle qui est inspiré du SAFE, du modèle SAFE aux US, qui a un avantage génial, c'est qu'il ne t'oblige pas à mettre une valorisation sitôt sur ta boîte. Dans ce modèle-là, tu n'as pas des actions, tu as des options d'actions, des options qui vont être converties à un moment ou à un autre, à 1 an, à 2 ans. Okay. Et tu as un plancher, une valo minimum, une valo maximum. Et toi, tu te places dans ça. Et on se dira dans 1 an, quand on convertira, ce que ça vaut. Grosso modo, c'est un peu ça le principe. C'est génial parce que si ça explose, ça sera corrélé à une belle valorisation. Si en fait c'est un pétard mouillé, ça se corrélé à une petite valorisation. Et au final, tout le monde trouvera ça logique. Et puis en plus, au niveau procédure administrative, comme je le disais juste avant, c'est extrêmement simple. Tu peux faire signer ça sur un coin de table à un mec avec qui tu prends un déj. Ah ouais. Donc ça vaut le coup. Et ça a été le cas? Ça a été sur des coins de table? Ouais, ça a été sur des échanges de 2 emails, des trucs comme ça. On a rajouté, après on a fait signer tout le monde d'un coup, nous. Mais je connais des entrepreneurs qui avaient pour objectif de faire 30-40 000 euros tous les mois de BSAR juste pour payer les salaires du mois. J'ai connu des gens
qui ont fait ça. Mhm. Moi, c'était pas le cas. On a tout rassemblé d'un coup. On avait une grosse traction. Il y avait 3 fonds. Il y avait une vingtaine de billets. Bon, ou une quinzaine de billets, ça a déroulé. Ça, c'était la première levée en 2015. C'est les gens que tu connaissais, ces fonds, ces business angels que tu allais chercher? Ouais, les fonds, c'était des gens que j'ai rencontrés beaucoup pendant la période Urban. Qui voulaient mettre des tickets chez Urban? Non, c'était fonds Non, start-up, hein. c'était une boîte de service, ça les intéressait pas. Mhm. Mais moi, ils m'intéressaient à l'époque parce qu'ils m'apportaient des clients. Ok. Et en fait, après, c'est moi qui les ai intéressés parce que je leur apportais un projet. Donc ça. Et les billets, ensuite, c'était mes potes entrepreneurs, la plupart. Ok. Si tu veux, la tech, entre 2010 et 2015, c'était très très loin de ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était vraiment très peu. On était une bande. Nous, on faisait des apéros chez Urban, rue du Faubourg Poissonnière. S'il y en a qui nous entendent et qui étaient là, je suis sûr qu'ils vont s'en rappeler. On en faisait quasiment toutes les semaines, c'était n'importe quoi. Mais on était, je sais pas, 50 entrepreneurs. Enfin, tu faisais vraiment très très vite le tour. Ouais. Tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait de cette promotion-là, 2008 à 2012, quoi. Donc ils étaient trop contents de mettre un ticket chez toi, enfin. Donc, ouais, en tout cas, quand je l'ai proposé, la plupart ont été chauds, ouais. Donc là, vous y allez, vous avez de l'attraction, vous avez de l'argent. Comment se passent les premières années de Talent? En fait, Talent, on va décortiquer un peu, mais si tu veux, Talent a eu 3 vies. Maintenant, ça fait 9 ans. Ça va faire 9 ans. On a eu 3 vies. On a eu une première vie de 2015 à 2019, dans laquelle c'était une croissance incroyable. Vous étiez sur des chiffres de combien de croissance? Tu sais, on partait de zéro, donc c'est compliqué de dire, mais bon, vous êtes arrivé C'était quoi vos grands chiffres jusqu'en 2019? On a fait du 0 à 12 millions de revenus annuels. Okay. On a fait de 0 à 150 salariés, de 1 à 5 pays. On a fait beaucoup de choses en 4 ans. En 4 ans, ça fait beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'était évidemment une très belle expérience. En plus, on avait les spotlights parce qu'il y avait une forme d'innovation sur ce secteur à ce moment-là qu'on apportait. Et puis ensuite, il y a eu une période 2020-2023 dans laquelle ça a secoué des hauts, des bas, des crises, surtout la crise du Covid et surtout la grosse crise de la tech dont on est en train de sortir, mais qui a démarré en été 2022. Vous étiez une boîte qui était très sensible, très dépendante des grandes boîtes de la tech, des scale-up françaises? Hyper dépendante. Okay. Trop. C'est pour ça qu'on s'est fait cartonner là, sur cette crise-là. 75% de notre revenu, c'était scale-up, unicorn, start-up, donc purement tech, et en plus pour des profils tech. Ok, donc là pour le coup c'était très compliqué, comme toutes les boîtes RH. Encore plus que beaucoup d'entre elles. Ouais. Et mais bon, on avait l'avantage d'être une boîte saine. Donc, on va reparler de la crise, si tu veux. Mais voilà. Et puis, la dernière vie, la troisième, pour conclure mon point, la troisième vie, c'est celle qu'on a démarrée à 6 mois quand j'ai repris les rênes de la boîte pour préparer l'après-crise. Alors, tu as déjà abordé la crise, je pensais l'aborder un peu plus tard, mais donc on a une boîte qui va très bien jusqu'en 2019. Ouais. D'ailleurs, tu as fait une deuxième levée en 2017 de 8 millions d'euros. Ouais, on a fait une deuxième levée. Alors pareil, 8 millions à l'époque, c'était... énorme. C'était 50 en 2021. Et en plus, figure-toi que ça allait si bien qu'on n'a même pas fait un tour de marché. C'est-à-dire que c'est nos fonds d'investissement, notre board donc, qui nous a dit, là, il y a moyen d'accélérer, il y a un intérêt, on est tous chauds. Si vous voulez, on fait ça. C'est très tentant parce que, en fait, d'un côté, tu te dis, mais j'aimerais être curieux quand même, j'aimerais savoir ce qu'on vaut, ce que le marché vaut, tu vois, voit de nous. Et de l'autre, tu te dis quand même, si je peux éviter toute cette étape-là pour me concentrer sur le business et juste encaisser le chèque, c'est quand même pas mal du tout. Okay. On a choisi l'option 2 avec du recul, malgré le respect que j'ai pour mes VC qui sont top, mais... je pense que c'est plus sain de faire un tour de marché quand même. Tu crois que tu as eu des meilleures conditions? Je pense que c'est plus sain de mettre en concurrence. Donc là, tu décides d'y aller, encouragé par tes VC. Tu aurais levé à ce moment-là si tu n'avais pas dit on y va? Ouais, en fait, on commençait à y voir l'intérêt. On voyait l'intérêt surtout de l'international.
Oui, c'est pour ça. C'était une série A pour aller chercher l'international. Ouais, et on a trouvé une méthode voilà, qui était intéressante, qui était de dire, en fait, on va pas racheter nos concurrents locaux, ça coûte cher. Et en plus, c'est pour qu'ils aient leur technologie, ça ne nous rapportera pas grand-chose. Mhm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter des cabines de recrutement qu'on va transformer, en notre filiale locale. Ok. C'est-à-dire qu'on changera leur méthode de travail, on prendra juste leur database client, database candidat, leur équipe, leurs ressources, et on les fait changer de façon de travailler. Et ils vont travailler via notre tool. Ça a bien fonctionné. Ça a bien marché, c'est Ouais, pas ouais. évident quand même, parce que là, pour le coup, on parlait de mindset tout à l'heure. Ouais, mais on en a vu 50 avant qu'il y en ait un qui nous plaise. Hein. En Angleterre, c'était dur. Ils avaient une mentalité cab qui allait pas du tout avec nous. Il y en a même où les discussions elles se passaient mal parce que les mecs, ils nous prenaient pour des gens qui voulaient voler leur business. Ouais. N'importe quoi. Ok. En Allemagne, à Berlin, on a fité beaucoup avec des gens. C'était très friendly au niveau innovation. Donc, il y avait une attente, en fait, qui matchait bien. Donc, on a fait ça. On a racheté un cab en Allemagne qu'on a transformé. Et ensuite, on a fait un peu la même chose en Angleterre. Ok, donc essentiellement l'Allemagne et l'Angleterre. Sur ces deux pays-là, vous avez racheté et vous avez utilisé l'argent de la levée pour le faire, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Donc là, vous avez levé ces 8 millions d'euros assez rapidement avec vos historiques. Je comprends effectivement aujourd'hui que tu te dis potentiellement on aurait peut-être dû aller faire le roadshow, mais c'est pas évident quand on te propose 8 millions d'euros et que t'as pas trop d'efforts à faire. Tu veux les faire et en fait te concentrer sur le business. Hein. Enfin, c'était ça, j'imagine, la logique, quoi. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est ça la logique. Après, tu as un truc humain que tous les entrepreneurs, je pense, qui ont levé ont connu. C'est de se dire, est-ce que j'aurais pu Avoir mieux. ouais, avoir mieux. Mais ça, c'est un truc, franchement, je pense que c'est un ennemi, hein, cette sensation. Mhm. Parce que c'est sûr, oui, tu peux toujours avoir mieux. Euh, mais bon, au moins, le marché, il te donne un certain nombre de miroirs sur ta situation. Mais c'est aussi une prise de risque. Hein. Je veux dire, si le marché, il t'accueille mal, tu n'auras plus la même offre sur la table derrière. Ouais, tu peux avoir moins bien aussi, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est important au quotidien de se satisfaire de ce qu'on a aussi, quoi. Ouais. Tu m'as dit lors de la préparation, et ça m'a vraiment intrigué, ça m'a vraiment intéressé, qu'à l'époque, il y avait comme une obligation de lever des fonds pour être visible. Ça veut dire quoi, selon toi? Enfin, c'est... Ouais, enfin, je pense qu'on a vraiment vécu une période. C'est marrant parce que c'est maintenant qu'on voit tout ça avec cette crise. On prend tous du recul, mais je pense qu'on a vécu une période où le principe de lever de fonds, il avait perdu son sens. C'est-à-dire qu'on se demandait très peu si réellement il y avait un vrai besoin en capital et qu'il était game changer sur le projet. On se disait juste à partir du moment où on levait, enfin beaucoup d'entrepreneurs se disaient qu'à partir du moment où ils levaient, ils atteignaient un next level dans leur vie entrepreneuriale. Et dans la manière aussi où les médias, les gens autour, les autres entrepreneurs allaient juger leur travail. On rejugeait ta réussite à ça, Exactement, presque, au lever de fonds. exactement. Et ouais, ça m'a... Enfin, ouais, voilà, c'est ça qui me... Est-ce que tu dirais qu'à l'époque, tu as été aussi par orgueil, un peu, d'une certaine façon, ou pour flatter son ego? Par rapport aux potes, par rapport à... Je pense que ça jouait. En fait, si tu veux, bon, il y a un sujet d'impact d'acquisition. C'est assez incroyable. Les annonces de levée de fonds, c'est le meilleur canal d'acquisition quand tu es B2B, hein, du moins, que je connaisse. Acquisition client. Client, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire pendant une semaine, pendant 24 heures, tu as des pics gigantesques de visibilité et de vues sur ton site. Et pendant une semaine, tu as une activité qui est vraiment hors du commun. Donc ça lance en fait un mouvement très fort. Donc ça, si tu veux, c'est comme si déjà tu te payais une campagne médiatique, une grosse campagne médiatique pour le B2B. C'est une action marketing, quoi. Ouais, c'est une action marketing, ouais. Okay. C'est une action marketing. Vous en avez joué, vous avez vous-même beaucoup communiqué, vous avez essayé de faire en sorte que ça prenne, enfin que ça prenne de l'ampleur. C'est l'intérêt principal. Ok. Parce que je rencontre des entrepreneurs ici qui communiquent pas sur leur levée, parfois.
Je pense qu'il y a des cas particuliers dans tout, mais je suis pas trop, je suis pas trop d'accord avec cette philosophie-là. Mhm. Je pense que ça a un impact réel, positif, pour générer de la visibilité à une marque, Mm. pour la rendre crédible. Maintenant, bon, on est dans un monde là où il y a eu des levées d'une taille tellement folle que on n'arrive plus à avoir de médias quand on a une taille de levée raisonnable ou ce genre de choses. Donc bon, après c'est plus la même chose qu'avant, quoi, là-dessus. Mais quand on a la possibilité, effectivement, ça level up le game. Ouais, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, vous l'avez pensé comme une vraie opération marketing et que ça a eu un impact très très direct sur la conversion des clients. Et donc ça, c'est canon. Enfin, Ouais. c'est cool que ça puisse lancer ce mouvement-là, d'autant plus qu'une fois que tu as levé des fonds, t'attends là-dessus, quoi. Ouais. Ouais, je pense que, c'était une combinaison. Ça nous permettait de lancer l'international, ça nous permettait d'avoir une renommée médiatique, ça nous permettait aussi de nous positionner, de faire peur à tous nos concurrents européens. Ah ouais. Parce qu'effectivement, tu as levé le montant, il a un impact direct sur la stratégie de tes concurrents européens. Et quand c'est des nouveaux marchés comme ça, tu as toujours le sujet de qui va consolider le marché. Donc en gros, qui va racheter les autres. Voilà, ça nous mettait dans les meilleures conditions pour avancer là-dessus. C'est une façon de montrer les muscles, en fait, c'est ça que tu me dis. Ouais, c'en est une, ouais. Est-ce que tu t'es beaucoup dilué entre ces deux premières levées? Est-ce que c'était vraiment quelque chose auquel tu pensais? Tu venais d'une boîte dont tu étais le seul fondateur, le seul fondateur, j'imagine, enfin le seul actionnaire, ou en tout cas l'actionnaire vraiment principal. Et là, tu montes une start-up et puis tu te dilues. Là, on est en 2017, ça fait 2 ans que tu as monté la boîte et tu es déjà pas mal dilué. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a travaillé, que tu as... Non, c'est une question qui m'a jamais taraudé, ouais. En plus, on était 3, donc déjà la digestion, elle commence très importante dès le départ. Ensuite, il y a les fonds. On se retrouve assez vite en 60% fondateur versus 40% fonds, quoi, tu vois, grosso modo. Après de lever, c'est ce qui se passe à peu près pour tout le monde. J'ai l'impression que ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et puis c'est très difficile de savoir de toute façon ce que ça va valoir à la fin. Ouais, c'est ça. Donc si c'est des gros chiffres, 20% ou 25% de gros chiffres, c'est top. Si c'est des petits chiffres, effectivement, ça montrera que le modèle service était plus rentable que le modèle produit. On y reviendra, mais en tout cas, là on arrive en 2017, 1 an avant que tu revendes Urban Linker. Tu avais fait une première réussite. Là, quand tu as monté Talent et quand tu fais ces levées de fonds-là, c'est pour monter une boîte mondiale? Ouais. Ok, pour monter un leader mondial. Ouais, enfin, je pourrais pas dire leader mondial, mais en tout cas, pour radicalement transformer le modèle du recrutement des techs en Europe, c'était notre mission première. Ouais. Okay. Et si tu veux, il y avait de l'espace. Je veux dire, les techs, l'ICT en Europe, c'est 6 millions de jobs. ICT, excuse-moi. C'est tous les métiers relatifs à l'IT, à l'informatique. Donc bon, c'est assez global, hein. Je t'englobe beaucoup de choses dedans, mais c'est 6 millions de jobs. Ouais. Enfin, c'est 6 millions de profils pour 7 millions de jobs. Donc il y a un gap, il y a une tension, évidemment, comme tout le monde le sait sur ce marché. Et puis c'est un marché qui a vachement évolué après, ces dernières années, parce que tu as tous les bootcamps qui se sont créés, tous les gens qui se sont mis à se reconvertir, des gens qui venaient vraiment de tous les métiers, quoi, des avocats, des marketeurs, des architectes, il y a eu de tout, quoi, tout type de métiers qui ont switché vers le code. Et là, c'est devenu un marché un peu moins, qui n'a pas eu la même tension. Bon, il y a eu les crises. Alors, on va justement en parler. Jusqu'en 2019, tu es sur une trajectoire que tu nous as décrite, qui est celle dont tu rêvais, j'imagine. Ouais. Et puis 2019, 2020, le Covid, et puis la crise des startups qu'on a vécue. Comment vous avez fait pendant cette période-là? D'ailleurs, à un moment, tu t'as pris un peu de distance par rapport à la boîte. Ouais.
En fait, notre deuxième vie, elle a commencé, je dirais, fin 2019, juste avant Covid, quand en fait, on réfléchissait à l'avenir de la boîte. Et je pense à ce moment-là, on a fait une erreur qui a été très fréquente dans beaucoup de boîtes de la tech. C'est l'erreur de se dire, on va prioriser le scale. C'est-à-dire qu'on va arrêter de penser toute action dans l'optique d'optimiser l'expérience de nos clients. À la place, on va faire du scale. Parce qu'on a considéré comme acquis nos clients, et donc on va automatiser le maximum notre modèle, et on va embaucher aussi une armée de commerciaux pour vendre notre produit pour encore plus grossir. Et ça a été la strat pendant grosso modo 3 ans de la boîte. Donc Elle a été 2019 de 2020 à 2022 et demi, voilà, 2 ans et demi. C'était sur la période où j'étais pas là. Si tu veux, après avoir géré la crise Covid en 2020, fin 2020, je discute avec mes associés. Je vois qu'il y a encore du pain sur la planche, mais bon, on est une belle scale-up de 170 salariés, leader européen. Je leur propose qu'ils continuent opérationnellement sans moi, et que je m'occupe du board pour essayer de donner un maximum d'axes stratégiques, et puis pour prendre un peu de temps pour moi. Je venais d'avoir une petite fille, bon, j'avais envie d'une autre vibe. T'étais cramé, t'étais fatigué, ou t'avais envie de faire autre chose? T'avais envie de prendre du temps? Je pense que j'avais envie de prendre du temps. J'ai 20 ans d'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses. Puis c'était l'année de mes 40 ans, l'année où je venais d'avoir une petite fille. Je pense que tu as plein de réflexions dans la tête à cette phase de ta vie. Et donc du coup, on a restructuré le Comex, et ils ont géré cette deuxième étape sans toi. Sans moi, voilà, exactement. Okay. Et il y a eu des up and down. Il y a eu évidemment des moments difficiles liés aux deux crises, mais entre deux, il y avait une croissance liée à un marché qui était extrêmement tendu. 2021-2022, même pour nous, c'était pas bon, dans le sens où il y avait tellement de demandes, tellement de tensions entre la demande et l'offre, que c'était très dur de garder une marketplace qui soit parfaitement efficace, quoi, tu vois. Ah ouais? Attends, comment ça? C'est intéressant. Trop peu de candidats. Ah ouais, mince. Donc en fait, on était obligé même de limiter le nombre d'entreprises sur la plateforme. Ouais, d'accord. Donc là, trop tendu. Bah, si tu veux, quand tu as un candidat qui reçoit 25 offres, même lui, l'expérience, elle n'est pas bonne pour lui, tu vois. Donc on est obligé de trouver une solution pour que le niveau d'équilibre y revienne. Mais bref, tout ça pour te dire que sur ces 3 ans, on a switché sur un modèle plus scalable, avec du SaaS, focus sur la rétention, sur l'automatisation de chaque tâche. Et donc, peu à peu, on a eu une offre qui était plus générique et qui était un peu moins personnalisée, un peu moins focus sur l'expérience des clients. Okay. Et ça, on s'en est pas rendu compte parce que le marché était en croissance. Mais le jour où la crise est arrivée, mon pote, bim. Ah ouais. Bah ouais, évidemment. Évidemment, la crise, ça ouvre la boîte de Pandore. Et donc là, vous avez des retours clients qui disent « Ok, ça va pas ». Ben, en fait, je pense qu'on en avait déjà, mais que les gens ne le voyaient pas sous couvert de la croissance. Okay. Et à ce moment-là, donc... Alors, juste pour remettre un peu le cadre, c'est quoi la crise pour vous? Ben, la crise, c'est un énorme drop d'activité qui se fait peu à peu en plus. Parce que si tu veux, tu as la crise Covid. La crise Covid, elle est au final facile de manière théorique. C'est tout s'arrête en une journée. Donc, en une journée, tu fais moins 70% de ton chiffre. C'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde, ça s'arrête comme ça. Et puis, ça reprend après hyper vite. Dès les sorties de confinement, il a commencé à avoir une vraie reprise. Et puis, en plus, cerise sur le gâteau, c'est le quoi qu'il en coûte qui a payé l'addition. Donc, si tu veux, c'était relativement simple au final, avec du recul. Une crise comme la crise de la tech, c'est très différent. En fait, je la comparais plus à... déjà, elle est long terme, elle est longue, ça fait 18 mois quand même qu'elle a démarré cette crise, été 2022. Et puis, c'est surtout parce que, si tu veux, c'est comme si tu es dans le désert avec une gourde. Le premier jour, quand les fonds ont arrêté de financer,
Le premier jour, tu n'as pas besoin d'argent. Tu es dans le désert, tu as ta gourde, tu as de l'eau, tu vois. Le deuxième jour, tu commences à avoir un peu soif. Tu te dis, bon, je vais boire un peu moins. Comme ça, je vais en avoir un peu plus. Puis tu as le troisième jour, le quatrième jour, jusqu'au jour où tu n'as plus d'eau, en fait. Et ça sèche complètement. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est une crise qui a été vraiment par étapes. Il y a eu comme des paliers, peu à peu. Tous les 3 mois, ça descendait. Tous les 3 mois, tu avais une baisse d'activité chez nous, mais tu avais aussi une aggravation de la crise pour beaucoup d'acteurs. Et puis, jusqu'au stade, ces derniers mois, où tu as eu les enchaînements de redressement judiciaire pour beaucoup. Les vagues de licenciements. Les vagues de licenciements, etc. Et ouais, ça a été une sacrée expérience humaine, je pense, pour un grand nombre d'entrepreneurs. Donc toi, dans un premier temps, tu regardes ça de ton canapé, entre guillemets, hein, sans jugement de valeur. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe dans les chaussures ou dans les chaussons peut-être de l'entrepreneur qui a monté cette boîte, qui voit ça de son canapé? Comment tu vivais ça? Bah, je le vivais mal. Ça me stressait beaucoup sans m'en rendre compte. Je comprenais pas d'ailleurs pourquoi j'étais stressé, parce que j'étais libre de mon temps et j'avais du stress. Tu Et en bouillonnais, fait, quoi. ouais, je bouillonnais, j'étais pas dans le contrôle du truc. Et à un moment, voilà, je me suis dit, bon, ben, j'ai 2 options. Soit je regarde ça du canapé, soit j'essaye de m'activer. Et donc, j'ai discuté beaucoup avec mes associés, avec des C-level de la boîte. Et j'ai senti à un moment que j'avais un plan. Et ce plan, si on l'exécutait, pour moi, c'était le chemin parfait pour la vie d'après de cette boîte. Et donc, j'ai été proposé ce plan à mes associés et au board, qui l'ont validé. C'était juin 2023. Hier. Donc, il y a 6 mois, exactement. Et à ce moment-là, j'ai repris la tête de Talent pour dérouler un plan, grosso modo, sans rentrer dans les aspects opérationnels, mais en 2-3 points. C'est retour à l'expérience premium pour les clients, donc celle dont on parlait au départ. Une approche beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus deep. C'est la diversification. On a lancé donc en décembre le recrutement pour les sales. Donc depuis décembre, tu peux recruter un sales aussi sur Talent, pas uniquement un tech. Et ma dernière trouvaille, c'est l'offre hybride, où on propose aux entreprises de leur permettre de prendre en mission des RPO, donc des profils de recruteurs externalisés qu'on met à leur disposition en plus de nos outils. Okay. Donc on leur donne un full package. Power, des profils autonomes, seniors qu'on a formés, des anciens talents ou des talents actuels. Et que vous staffez chez le client. Qu'on staffe chez le client et à qui on donne tous les outils pour masteriser leur truc, leur plan de recrutement. Donc l'outil est chez le client, là, pour le coup. Ben ouais, mais cette fois-ci, l'avantage, c'est qu'il est utilisé par des mecs qui le connaissent très très bien et qui vont l'optimiser à mort, plus qu'ils vont pouvoir utiliser nos outils internes. Donc, c'est optimisé à fond, quoi. Ce qu'on disait dans l'intro, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 50% des grands groupes du CAC 40. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur les derniers mois. Exactement. Ça s'est fait surtout à partir de 2019, quand on s'est rendu compte qu'on était beaucoup trop start-up. Et en fait, on a eu des difficultés. On est rentré dans plein de grands comptes, on a signé des contrats, mais en fait, je pense qu'on n'a jamais trouvé l'offre parfaite pour eux. Et parfois, ils signaient des gros contrats avec des gros accès sans qu'ils soient utilisés à la hauteur de ce pourquoi ça avait été signé. C'était pas parfaitement clean. Et je pense que là, le modèle RPO, il répond exactement à ce problème-là. Donc, je l'ai principalement monté pour des boîtes qui n'avaient pas la capacité vraiment d'être sûrs qu'il y avait une exécution. Oui, c'est ça. On sait très bien que les grands groupes peuvent acheter malheureusement beaucoup d'outils startups quand c'est pas des startups directement, mais qu'après, en fait, la transformation, l'utilisation se fait pas forcément comme on le voulait à l'origine. Exactement. Donc, on s'embête 6 mois, 1 an pour essayer de leur vendre un truc. On finit par leur vendre un truc qu'ils savent pas l'utiliser ou ils l'utilisent pas. Donc, tu génères même pas le repeat business derrière, ça vaut pas le coup.
Et puis il n'y a pas la satisfaction que tu mets aujourd'hui pleinement au cœur de l'expérience Talent. C'est ça. Donc juin 2023, tu redeviens CEO de Talent.io. Et là, la boîte, elle est dans quel état? Ben, elle n'est pas dans un super état, dans le sens où ils ont quand même 1 an de crise sur la tronche. Financièrement, il y a des risques. Et il y a une vision qui est fortement entachée, quoi. Donc, je fais une levée de fonds un peu en urgence pour sécuriser l'avenir de la boîte. Et là, je présente mon plan aux salariés et je relance une nouvelle dynamique. C'est sûr que à ce moment-là, quand tu arrives avec un chèque, une nouvelle dynamique, une nouvelle vision, tu as une sorte de booster qui permet à tout le monde de se sécuriser un peu et de souffler. À ce moment-là, la boîte, c'est combien de salariés? Je sais que vous aussi, vous avez pris la crise de plein fouet. Bah, on a divisé par 2 Ah ouais. le nombre de salariés. Ouais. Ça a été une vraie restructuration. Dans le recrutement, c'est assez courant d'avoir des restructurations assez drastiques pendant les crises. Ce qui était problématique chez nous, c'est qu'on n'avait pas construit notre boîte comme une boîte du recrutement. On a construit notre boîte comme une start-up. Donc forcément, ça rendait les choses un peu plus complexes. Donc tu arrives avec de l'argent, une vision, mais malgré tout, tu dois te séparer une partie des équipes. J'imagine tu dois changer de bureau. Enfin, mine de rien, il y a une phase de scale down à ce moment-là. Ouais, exactement. Tu le savais? Ah ouais, je le savais. Bon, ils avaient déjà fait une grosse partie du travail de restructuration. Donc, je peux pas me féliciter de cette partie-là. J'ai juste conclu le job sur la partie de restructuration, mais j'avais surtout un travail de relance projet important. Et oui, il y avait un truc de cut des coûts, des OPEX importants. Et effectivement, un changement de bureau, tout ce qui va avec. Vous avez fermé du bureau aussi à l'international à ce moment-là? Ouais, on a fermé tous les pôles qui étaient négatifs en termes d'EBIT. Ok. Donc, c'était les Pays-Bas, la Belgique et l'Angleterre sur lesquels on n'avait pas d'EBIT positif. Donc, on les a fermés. Est-ce que tu dirais que c'est la plus grande épreuve de ton parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant? Alors oui, ça c'est certain. Mais ce qui est marrant, c'est quand même j'ai vécu 15 ans d'entrepreneuriat sans voir toute cette partie sombre du rôle de l'entrepreneur. Et en fait, je découvre à quel point elle est indispensable parce que évidemment, elle est plus dure, elle est plus complexe, elle est aussi plus excitante. Les problèmes sont plus importants, plus risqués. Les bonnes nouvelles sont encore plus excitantes que d'habitude. Donc, tout est en x10. C'est comme si tu étais dans un jeu vidéo après l'avoir gagné une fois et tout va plus vite en fait. Tu veux dire que tu as vécu plus profondément le redressement de ta boîte que la dernière levée de fonds à 8 millions? C'est des sensations différentes. Franchement, la levée de fonds, cette époque-là, 2017-2016, tout allait tellement bien, on n'était pas conscient en fait. Donc c'est beaucoup de très très bons souvenirs. Là, cette fois-là, on est face aux vraies réalités, à une crise, à une transformation, et donc forcément, tu vis des choses un peu plus compliquées, mais qui me semble logique en fait pour un entrepreneur qui compte faire l'entrepreneuriat toute sa vie. Ça me semble logique. Et puis tu vois, quand tu lis n'importe quelle biographie d'entrepreneur, t'en as aucun qui n'a pas connu des crises de ce type-là. Du coup, dans ce nouveau contexte, c'est quoi ta vision pour Talent dans les prochaines années? D'ailleurs, tu te projettes à combien d'années? Tu as eu une start-up qui a coché les cases, qui a fait le levée de fonds. Avant la crise, tu étais sur une certaine vision rêvée de la start-up, en fait, d'une certaine façon, qui va faire une exit à 5-10 ans. Là, aujourd'hui, on est sur un nouveau paradigme. C'est quoi ta vision? Ma vision, c'est 1, de sortir de cette crise, et 2, en ayant les meilleurs
le meilleur positionnement pour construire la vie d'après. Ok. Je vois pour l'instant pas plus loin que ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est une sortie de crise avec un positionnement qui soit parfaitement adapté aux besoins des entreprises et des candidats et qui nous laisse un chemin qui soit un chemin positif pour la suite et des opportunités de croissance au moins aussi bonnes que celles qu'on avait eues avant. C'est quoi ce positionnement? Il va vers où pour toi ce marché du recrutement? Bah, je pense qu'en fait, donc j'ai parlé un petit peu tout à l'heure du RPO, mais si tu veux, jusqu'en 2015, moi j'ai connu le recrutement par le modèle du service et tout le marché proposait que du modèle de service. On connaît tous les problèmes que ça a impliqué. Ensuite, en ayant créé Talent et beaucoup de boîtes sont créées dans la tech sur ce secteur, on a essayé à tous les moyens de transformer ce secteur-là par une offre produit qu'il ait tous les points faibles du service, simplement en les éliminant et en les transformant par le produit. Et je pense en fait que là, on va rentrer dans une autre ère qui va être une ère hybride où il va y avoir des offres qui créeront une alliance parfaite entre le niveau de service maximal que tu peux espérer et les outils pour l'empower. Et donc, l'offre qu'on est en train de monter sur le RPO, donc mettre à disposition des recruteurs externalisés, seniors, autonomes, avec de nos l'outil. outils, me semble être pour moi la prochaine étape sur ce marché. D'une certaine façon, c'est le retour de l'humain quoi, au cœur de l'offre de Talent. Ouais, en fait, si tu veux, quand on était en board en 2019-2020, et toutes les boîtes tech, c'est pareil, je veux dire, tu pouvais pas faire passer un projet où il y avait de l'humain, puisque c'était l'inverse scalable, de quoi. l'ambition, exactement. Ça n'est pas scalable, donc non, tu vois, et tout ce qui était accepté était lié à de la scalabilité. Là, maintenant, on s'en fout, en fait. On veut juste répondre au mieux, de la manière la plus performante possible, aux attentes de nos communautés, qui sont notre communauté de candidats, notre communauté de clients. Quel qu'en soit le modèle. Ça paraît normal. Ça paraît normal, ouais. Ça paraît dit comme normal. ça, sain. Mais du coup, forcément, la question que je me pose et que j'ai envie de te poser, c'est tu as vécu cette phase de scalabilité, tu l'as rêvé, vous l'avez en partie atteint. Aujourd'hui, tu montes une boîte plus normale, d'une certaine façon. Comment est-ce que tu vas la faire scaler? Et si oui, comment? Désolé pour cette question un peu incongrue. Est-ce que vous allez vous concentrer sur la France et vos clients? Est-ce que vous allez quand même aller à l'international? Comment on fait quand on en est là, en fait, quand on se dit, OK, le contexte a complètement changé, on a envie avant tout de faire du bon business avec les clients qui sont les nôtres. Comment on continue à se projeter fortement? En fait, le scale, c'est bien quand tu peux scaler. Tout le monde est pour. Je veux dire, il faudrait être fou pour ne pas être pour. Mais il faut que cette question-là du scale, elle reste après une question préalable qui est le bon sens. Et le bon sens, c'est comment apporter le meilleur service à tes clients. Ou à nous, dans notre sens aussi, à nos candidats, à tes communautés. C'est la question de base, en fait, qu'il faut réussir à garder en ayant conscience. On reste des entrepreneurs de la tech, donc on est conscient qu'on a la technologie à notre service pour pouvoir délivrer mieux. Donc, évidemment, j'ai quitté le service, j'ai monté une boîte de technologie parce que je voyais dans le service énormément d'erreurs, énormément de problèmes qui ne pourront jamais être résolus. Tu peux faire la meilleure boîte de service dans le recrutement. Je voyais ça dans ma première expérience. Tu peux faire la meilleure boîte de service de recrutement avec la meilleure formation de tes consultants, de tes recruteurs, leur donner le meilleur salaire, aller même trouver les meilleurs du marché. Ça n'empêchera pas que tu as un client qui peut venir te voir en te disant j'ai eu une expérience géniale et c'est grâce à lui. Et le lendemain, tu en as un autre qui a parlé à un autre de tes consultants et qui a eu une expérience de merde. Parce que c'est juste humain, en fait. On n'est pas capable, quand on a un modèle 100% service, de donner le même niveau d'expérience à tout le monde.
Et je pense que le produit résout déjà en bonne partie ce sujet-là. Donc là, on va aller sur un humain augmenté par la tech, quelque chose comme ça. Je sais pas, mais oui, je pense que c'est product, c'est people empowered by product. Donc ouais, ça va dans ce sens-là. Je pense pas qu'on va mettre des puces dans le cerveau, mais en tout cas qu'on va power, quoi. On en parlait ce matin avec Elon Musk et sa nouvelle boîte. Neuralink. Voilà, Neuralink, hein, n'est-ce pas? Ça fait peur. Écoute, t'as lu sa bio? Non, pas encore. Je la lis là en ce moment, tu vois, elle est dans mon sac là. Et bien sûr que ça fait peur, mais on va pas rentrer dans ce débat là, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi il le voit comme ça, lui. Ce marché, qu'est-ce qu'il pense du marché de l'IA, comment il voit les risques du marché de l'IA, et ça aide à réfléchir. Ok, on va le conseiller à tous nos auditeurs, on le mettra en bio. C'est quoi les grands apprentissages, les key learning que tu retiens de tout ton parcours entrepreneurial? Parce qu'en fait, on a parlé aussi un peu d'Urban, on a parlé des deux modèles, on a parlé de talent hier et talent aujourd'hui. Si tu veux partager vraiment quelques key learnings, quoi. Franchement, il y en a plein parce que j'ai vraiment l'impression de plus être le même entrepreneur qu'il y a quelques années, tu vois. Mais je dirais la curiosité et l'écoute en général. Je pense que elles aident énormément à construire des visions qui ont du sens, qui ont un lien avec la réalité. Tu vois, là en 2023, quand je me posais la question de reprendre la boîte, j'ai beaucoup écouté les gens qui travaillaient chez Talent, j'ai beaucoup écouté les clients, et c'était pour moi le seul moyen de voir si réellement je ressentais s'il y avait un virage à faire, il y avait un but, il y avait une deuxième vie, et qu'est-ce qu'elle doit être, tu vois. T'as pris ce temps-là, t'as pris vraiment le temps d'aller questionner, d'aller les écouter. Ouais, sans ça, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais... Après, moi, je suis quelqu'un qui vient du terrain, quoi. J'ai pas fait très grosses études. J'ai pas le prisme du consultant, quoi, tu vois. Ce prisme du consultant, ça m'a toujours fait un peu marrer. Les mecs qui arrivent à analyser des marchés sans jamais avoir parlé au gars qui vend le truc en bas de l'échelle, tu vois. Donc ouais, ça, je pense que l'écoute, la curiosité, ça a toujours été un axe clé. Après, il y a effectivement un élément qui est la force de tous les entrepreneurs. J'ai vu des entrepreneurs de tous les caractères, mais il y a un critère commun à tous ceux qui ont réussi, c'est la résilience. Ça, c'est une certitude. C'est des gens qui ont un niveau de résilience qui est bien supérieur à la moyenne, voire même pour certains totalement exacerbé, quoi. Sans ça, je pense pas que ce soit possible, parce qu'en fait, on essaie de monter un projet. Le marché n'a pas besoin de nous. En tout cas, quand tu arrives, tu es juste un arriviste pour tout le monde. Donc, soit tu es capable de faire changer de point de vue à tout le monde, soit ça fonctionne pas. Il faut beaucoup de résilience. Je sais que tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs. C'est quoi le conseil que tu donnes justement aux jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui est au début de son aventure? Aujourd'hui, par rapport à hier d'ailleurs, c'est intéressant. Écoute, je pense déjà que je lui conseillerais d'avoir les qualités dont on a parlé juste avant, mais je pense aussi que il faut qu'il ait confiance en son chemin. Je pense que maintenant, chacun a un chemin différent, tu vois. Ma femme, elle est entrepreneur, elle a juste une associée, une stagiaire, et ça lui va très bien en termes d'ambition. C'est comme ça qu'elle voit les choses, et c'est tout aussi honorable qu'un entrepreneur qui a une ambition de développement beaucoup plus importante. Et je pense que ce truc des levées de fonds, tout ça, il a un peu fait tourner la tête à beaucoup trop de monde ces dernières années, pendant toute cette période. Ouais. Et on pensait que c'était du scale, etc. Ouais. Et bon, je suis OK avec le fait qu'il faut des rôle modèles qui ont beaucoup d'ambition. Mais il faut aussi être à l'aise avec son ambition personnelle, savoir où on veut aller, ce qu'on veut en faire, prendre le temps. Où on met le curseur, quel est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso qu'on va avoir. Complètement. Combien on a besoin, où on veut d'argent pour réussir. Ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'on commence à être beaucoup plus ouvert à ces différents modèles, quoi. Ce qui n'était pas beaucoup moins le cas il y a quelques années. On en parlait avec
Alexandre Belliti dans ce podcast où il disait ok, à un moment j'ai levé des fonds parce que c'est ce qu'il fallait faire, tout le monde levait des fonds et voilà, et puis pas longtemps après je me suis dit mais en fait c'est pas du tout adapté à ma boîte quoi. Ouais, il y en a beaucoup qui ont levé des fonds pour de l'argent qu'ils n'ont pas dépensé. C'est très drôle. Et du coup, en parlant de ça, je te propose qu'on fasse un petit laïus parce que tu es toi-même business angel. J'imagine que tu investis dans des boîtes qui dépensent plutôt l'argent que tu leur donnes. Tu as investi dans combien de boîtes aujourd'hui? Une quinzaine à peu près. Ok. Il y en a certaines que tu peux citer, dont tu es particulièrement fier. Ben, je suis fier, cette année, l'année dernière, j'étais fier de Doctrine qui a revendu, donc on a fait une belle opération, qui a revendu à un groupe il y a quelques mois. Voilà, ça c'est une belle boîte. Après, il y a des boîtes aussi en plus où je suis au board, où j'ai investi et je suis au board. Une que je suis de très près et que j'adore, qui s'appelle Eva, qui est une société de réalité virtuelle qui crée des arènes un peu partout en France, maintenant aux US aussi. Dans lesquels tu peux jouer à un jeu où tu es en immersion totale. Ils sont en train vraiment de faire un gros pas dans le marché du loisir. J'adore. Et puis des boîtes dans la HR aussi. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle A-Team, pour laquelle je suis au board aussi, qui est un produit de HR Tech, donc un produit spécialisé dans le onboarding des salariés. Étape qui me semble cruciale dans les phases de recrutement et d'embauche. Donc voilà, il y a un certain nombre de projets comme ça. Aujourd'hui, comment tu les choisis? C'est quoi ta thèse d'investissement? C'est quoi les critères selon lesquels tu vas choisir les entrepreneurs dans lesquels tu investis? Les critères qui me reviennent le plus, c'est le premier, c'est la taille de marché. Parce que j'ai vu vraiment beaucoup de boîtes finalement rogner sur leurs ambitions juste parce que le marché était trop petit. Parfois on a une idée, certes on attaque souvent une idée par une niche, mais il faut pouvoir voir l'étape d'après. Le fit avec les entrepreneurs, avec l'équipe. Entre toi et eux? Ouais. Okay. Ah ouais, sinon ça ne m'intéresse pas. Ok, est-ce que tu les kiffes quoi? Ah ouais, soit j'ai un vrai fit et j'adore discuter avec eux et j'apprends des choses et on a des envolées. Ok. Ou sinon non, ça m'intéresse pas. Est-ce que ça doit aller jusqu'à si je pouvais, si j'avais pas une boîte, je les rejoindrais? Est-ce que ça doit aller jusque là ou pas forcément? Ben pour certains, ouais, ça a été un peu, voilà, je vais au board ou je les coach un peu. Enfin, ça, il y a eu un peu ce truc-là. Okay. Et puis le dernier point qui est plus récent, c'est l'aspect impact. Ok. Ça veut dire quoi? Parce qu'on met beaucoup de choses derrière l'impact. Ben, il y a des projets, non, impact sociétal. Okay. Il y a des projets qui me touchent plus que d'autres. J'ai investi notamment dans une boîte qui s'appelle Vendredi, tu connais peut-être. Tu sais, c'est un logiciel qui permet aux entreprises de faire collaborer leurs salariés sur des projets associatifs. C'est une idée que je trouve absolument géniale et voilà, qui est un projet que j'adore, tu vois. Donc le fit, enfin le marché, le fit et puis après l'impact. C'est ça vraiment les trois critères principaux qui font que tu vas investir dans une boîte. Pour ma part, ça serait plus ça, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres métriques que tu vas suivre sur lesquelles tu vas aller chercher pour vraiment voir si c'est solide et si tu y vas? Ouais, je vais regarder la concurrence, je vais regarder deux, trois autres choses. Je regarde aussi souvent qui sont les autres investisseurs, s'il y a des fonds qui viennent. Je suis en confiance quand il y a des fonds qui viennent. Ah ouais? Ouais. Donc toi, tu préfères quand il y a effectivement des fonds de VC qui... Des bons fonds de VC, ouais, parce que c'est leur métier, quoi. C'est pas le mien. De faire la due deal, tu veux dire? De faire ça, mais surtout si eux, ils ont analysé que ça vaut le coup, c'est un bon signal. Okay. Après, j'ai aussi des boîtes où il n'y a pas de fonds juste parce qu'elles n'ont pas le VC fit. Et ça arrive, mais c'est des cas particuliers. Et ce que tu citais, c'est que toi, tu es un peu opérating, quoi. Enfin, parfois, tu vas jusqu'à coacher les CEO. Ouais, c'est ce que j'ai fait pendant les 2 ans où j'étais un peu libre. Ah ouais? Ouais. C'était cool? C'était sympa, ouais. C'était sympa. T'essayes de donner le max pendant des sessions de travail, de tourner le truc dans tous les sens. Et puis, vu que tu fais des points toutes les semaines, tu vois les choses avancer. C'est intéressant. Ok, génial. On a
terminer cette première partie d'entretien, avant de conclure, il y a un temps que nos auditeurs connaissent et attendent avec impatience. C'est 10 minutes, 10 questions auxquelles tu peux répondre comme tu veux, ou avec des réponses professionnelles ou personnelles. La première n'est pas la plus simple. C'est quoi ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, c'est, je sais pas, c'est de m'être épanoui dans l'entrepreneuriat, d'avoir trouvé mon chemin. C'est déjà très dur pour beaucoup de monde de trouver l'endroit qui leur permet de s'épanouir. Tu dirais que les HR t'ont choisi ou c'est toi qui les as choisis ? Franchement, personne n'a choisi personne. Je crois qu'on s'est retrouvés vraiment par hasard. C'était pas du tout une conviction. C'était pas du tout une volonté d'enfant. C'était le hasard qui m'a amené sur un entretien d'embauche qui m'a emmené sur une carrière. Ah, c'est trop marrant. J'ai vu que tu avais fait une licence maths à l'origine. Tu vois, j'ai fait la fac. Je me suis emmerdé à la fac. J'ai même pas terminé mon master. Comme quoi. Hein. Ouais. C'est drôle parce que j'en parlais avec ma femme hier. Elle a fait les mêmes études que toi. Elle fait ah tiens, c'est drôle, il a fait maths. Ton plus grand regret. Mon plus grand regret, franchement, je pense que c'est normal d'en avoir parce que les décisions arrivent en fonction de plein de paramètres. Mais si je pouvais revenir en arrière et revoir la stratégie qu'on a eue entre 2020 et 2023, ouais, ça serait génial. Ça paraît compliqué en même temps. Il y a eu un tel shift, tel changement de paradigme. Ouais, bien sûr, évidemment. Rétrospectivement, c'est... Ouais, ok, je comprends, j'imagine. Quelle est la personne, le film, le bouquin, le manga, la musique qui t'inspire le plus ? Vas-y, tu peux dire ce que tu veux. Enfin, tu peux en citer plein. Alors, ce qui m'inspire en bouquin, moi je lis beaucoup, mais principalement c'est les autobiographies. Okay. Je suis un fan d'autobiographies. Celle qui m'a le plus inspiré, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais celle qui m'a le plus inspiré, c'est la biographie, qui n'est pas auto là dans ce cas-là, qui est la biographie de Magellan, faite par Stefan Zweig, que j'ai lu il y a quelques mois. J'ai adoré parce que on se rend compte en fait à quel point le monde est passé. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes de grands progrès dans l'humanité. Actuellement, on vit une étape de grand progrès, quasiment incontrôlable. Et je pense que dans les années 1500, quand il y a eu la découverte de l'Amérique, des Indes, etc., il y a eu aussi une étape de grand progrès assez incroyable, où les gens se retrouvaient pour partir en bateau, pour aller découvrir des endroits du monde. Fallait être fou. Fallait être complètement fou. Et c'était une autre forme de folie. Enfin, quand je vois l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une forme de folie aussi, tu vois. Hyper intéressant de voir de lire la vie de Magellan. Voilà, c'est un dernier truc qui m'a inspiré. Okay. On a envie d'en entendre plus. Si tu es un fan de biographie comme ça, sans rentrer dans le détail, c'est quoi les 2-3 biographies d'entrepreneurs ou de... Les plus connues, elles sont vraiment top. Hein. Celle de Steve Jobs, celui qui a écrit celle de Steve Jobs a écrit celle de Musk, là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, que ma belle-mère m'a offert pour Noël, qui est top. Celle du patron de Nike, hyper intéressante aussi, Shoe Dog. Le film R, qui a été en partie tiré de la biographie, est incroyable. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, je l'ai vu, c'est bien marrant. Quoi. Le film est top. Ouais. Ok. C'est quoi ta journée type ? Maintenant, j'en ai une, effectivement. C'est emmener ma fille à 8h30 à l'école. Et ensuite avoir un horaire de bureau assez classique. Et puis ensuite me retrouver soit en famille, soit avec mes potes pour penser à autre chose. Ouais. C'est marrant, je pense que les entrepreneurs, en fait, il y a avant et après les enfants. Avant les enfants, la majeure partie des entrepreneurs sont incapables de répondre à la journée type. Après, on a tous la même routine. Ouais, c'est fou. Moi, j'ai voyagé énormément. J'ai même beaucoup travaillé en voyageant. Mais là, avec un enfant qui rentre à l'école, on est un peu plus cadré. Est-ce que tu dirais que ça fait du bien ? Est-ce que tu dirais qu'effectivement, tu es potentiellement plus efficace avec une journée type ou pas ? Non, je pense pas que ça ait un impact précis sur ma productivité. Je pense que j'ai eu justement, avec différentes expériences, le moyen de faire grandir au fur et à mesure des années ma productivité.
Je pense que c'est un challenge pour tout le monde, hein, pour tout entrepreneur. Qu'est-ce que tu as fait? Alors là, du coup, forcément très intéressé. Qu'est-ce que tu as fait? Quels ont été les... Vraiment pour devenir plus productif? Est-ce qu'il y a des routines que tu as mis en place? Est-ce qu'il y a, au-delà du fait de travailler de plus en plus? Non, j'ai pas fait de routine. Je maîtrise parfaitement bien mon agenda. Entre les tâches, les rendez-vous, tout est hyper corrélé. J'ai des action points extrêmement clairs sur chaque meeting que je peux avoir. Donc, j'essaye de faire en sorte que tout déroule sur des actions concrètes. Ok. C'est un peu ça. Ok, c'est déjà une bonne réponse. Tu fais quoi le dimanche matin? Je vais golfer, ça souvent avec mes potes. Kiff. Ok. Donc tu dors pas, tu te lèves aux aurores pour aller golfer. Ouais, j'ai plus trop la chance de faire des grasses mat. Ok. Depuis qu'on est 3. Je vois pas de quoi tu parles. Comment tu vois la suite? Question très large. Je n'en sais rien. Je vois juste ma mission là dans les 6 mois qui viennent. Et je suis content parce qu'elle a bien été entamée. On est sur un processus de reprise qui m'excite bien. Et donc voilà, je me concentre là-dessus. On verra pour l'étape d'après, après. La question d'après, du coup, n'a aucun sens, mais je vais quand même la poser. Hein. C'est le jeu. C'est quoi ta prochaine boîte? Ma prochaine boîte, ça sera soit une boîte vraiment structurée autour de l'impact sociétal, soit j'aime beaucoup les boîtes industrielles, mais je pense qu'on a une sorte de traumatisme avec beaucoup de gens dans la tech qui ont au final passé des années à vendre un flux qui était invisible. T'as envie de toucher ton produit. Ouais, on a envie d'aller dans des usines, on a envie de mettre un truc dans l'usine, puis ça donne un autre truc à la fin, tu vois. Je l'ai beaucoup entendu de beaucoup d'entrepreneurs, c'est marrant. Hein. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Est-ce que t'as un coup de gueule? Non, j'en ai pas. T'as encore deux questions pour trouver un coup de gueule. Est-ce que t'as une bucket list? Et si oui, il y a quoi dedans? J'ai plein de trucs évidemment que j'ai encore envie de faire. J'ai plein de voyages à faire. J'ai plein de, je pense, de projets professionnels qui vont où je vais trouver de l'épanouissement. Mais j'ai pas une liste écrite. Okay. Dernière question, si tu devais changer le monde, tu ferais quoi? J'ai essayé de changer le recrutement dans la tech, dans le monde. C'est déjà pas mal. Si j'avais une baguette magique, tu veux dire? Ouais, pourquoi pas? Tiens, bam, attends, j'en trouve une. Voici, hop, un stylo Mario. Voici une baguette magique. Écoute, je pense qu'avec ce qu'on vit en ce moment, c'est difficile de ne pas penser à l'idée de trouver des solutions pour qu'il y ait des relations entre les peuples qui soient plus positives. Donc je pense que j'irai affronter ce sujet-là. Ok, on reste dans l'humain. Et toute dernière question, quels sont les entrepreneurs, je sais que tu en connais beaucoup, que tu aimerais entendre à ce micro, dans ce podcast? Effectivement, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont des histoires de vie intéressantes. Moi, j'aime les histoires de vie, tu vois. J'aime les histoires humaines, les gens qui ont vécu des choses, qui ont eu des émotions. C'est intéressant. Tu veux des noms, en fait? Idéalement, des noms. Comme ça, je peux les taguer sur LinkedIn, je peux les spammer, enfin voilà. Alors, tu viens de me donner la raison pour laquelle je ne peux pas te donner de nom. Non, mais surtout que nos auditeurs puissent les écouter, c'est surtout ça. Ouais, bien sûr, j'ai compris. Non, mais voilà, toutes les personnes qui seront capables de donner une approche humaine. Je vous trouverai des noms, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Jonathan, pour cet échange. C'était vraiment un kiff de te recevoir ce matin. Et à très bientôt. À bientôt, salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation.
Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également bien sûr nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Find Out.